J'ai toujours su que ce jour arriverait. Pas de la façon dont cela s'est produit, bien sûr, mais je savais qu'un jour, le masque tomberait. Mon nom est Henri Beaumont. J'ai 82 ans, et voici l'histoire de comment j'ai perdu mon fils bien avant qu'il ne me perde. Ce matin-là a commencé comme tous les autres, à la ferme. Je me suis réveillé avant le lever du soleil, comme je le fais depuis plus de 60 ans. Les premières lueurs de l'aube teintaient à peine le ciel de Provence de rose pâle, lorsque j'ai enfilé mes vieilles bottes de travail, celles que Marie, ma défunte femme, me suppliait de remplacer depuis des années. Mais ces bottes et moi, nous avions une histoire ensemble. Elles avaient foulé chaque centimètre de cette terre, parcouru chaque rang de lavande, chaque verger d'olivier. Je suis sorti de la maison en pierre que j'avais construite de mes propres mains en 1968, juste après mon mariage. L'air était frais, presque froid, avec cette odeur particulière de romarin et de thym sauvage qui caractérise la campagne provençale au petit matin. Mes jambes n'ont plus la même fermeté qu'avant et ma colonne vertébrale proteste à chaque mouvement, surtout le matin quand l'humidité s'installe dans mes vieux os. Mais je peux encore accomplir l'essentiel. Je me suis dirigé vers l'étable pour vérifier les animaux. Nous n'avions plus le grand troupeau d'autrefois, juste quelques chèvres pour le fromage, des poules pour les œufs, et 2 vieux chevaux qui, comme moi, profitaient de leur retraite bien méritée. La ferme Beaumont avait été autrefois prospère, avec des hectares de vignes, des champs de lavande à perte de vue et des vergers qui produisaient les meilleures olives de la région. Mon grand-père avait acheté ces terres en 1920, après la Grande Guerre. Il n'avait presque rien à l'époque, juste ses mains et sa volonté. Il avait défriché, planté, construit pierre par pierre. Mon père avait continué son œuvre, agrandissant la propriété, modernisant certaines installations, et moi j'avais repris le flambeau à 22 ans, quand mon père était tombé malade. Je me rappelle encore ce jour de 1965 où il m'avait appelé dans son bureau, déjà affaibli par la maladie qui allait l'emporter. « Henri », m'avait-il dit de sa voix devenue faible, « cette terre, c'est notre sang, notre sueur, notre vie. Promets-moi que tu la garderas, que tu la feras prospérer, que tu la transmettras à ton fils comme je te la transmets. » J'avais promis, et pendant presque 60 ans j'avais tenu cette promesse. J'avais travaillé jusqu'à l'épuisement, économisé chaque centime, investi chaque euro gagné dans l'amélioration de la ferme. Les champs de lavande étaient devenus les plus beaux de la région. Notre huile essentielle était reconnue et recherchée. Les oliviers produisaient une huile d'olive primée dans des concours régionaux. Les vignes donnaient un vin honnête que les gens du village appréciaient. Michel Rousseau, mon aide fermier, était déjà là, comme toujours. Cet homme arrivait avant moi tous les jours, et pourtant je me levais avec les coqs. 23 ans qu'il travaillait à mes côtés, 23 ans de fidélité sans faille. Je me souvenais du jour où il était arrivé, en 2002, un jeune homme de 35 ans, qui venait de perdre son emploi dans une usine qui avait fermé. Il ne connaissait rien à l'agriculture, mais il voulait apprendre, il voulait travailler. « Je ne peux pas vous payer beaucoup », lui avais-je dit honnêtement ce jour-là. « Mais je vous apprendrai tout ce que je sais. »« Monsieur Beaumont », m'avait-il répondu avec ce regard déterminé, « je ne cherche pas la richesse. Je cherche un travail honnête et une vie digne. » Et il avait tenu parole. 23 ans plus tard, Michel connaissait cette terre aussi bien que moi. Il savait quand il fallait arroser, quand il fallait tailler, quand il fallait récolter. Il connaissait chaque arbre par son nom, chaque parcelle par ses caractéristiques. C'était devenu bien plus qu'un employé. C'était devenu mon ami, mon confident, le fils que j'aurais voulu avoir. « Bonjour, monsieur Henri », m'a-t-il salué avec ce sourire sincère qui n'avait jamais changé en plus de 2 décennies. « J'ai déjà donné à manger aux bêtes. Vous auriez dû dormir un peu plus. Aujourd'hui, c'est jour de fête. Fête, la réunion familiale annuelle. Une tradition que j'avais moi-même instaurée quand mon fils Thomas était petit, en 1985. À cette époque,
nous nous réunissions sous le grand platane centenaire. Nous faisions griller des merguez et des côtelettes d'agneau sur le vieux barbecue en pierre que j'avais construit. Les enfants couraient dans la cour et tout le monde riait. L'odeur du barbecue se mélangeait à celle de la lavande et Marie préparait sa fameuse ratatouille que tout le monde adorait, avec les légumes de notre potager. Je me souvenais de Thomas à 5 ans, courant pieds nus dans l'herbe, attrapant des papillons, riant aux éclats. Je me souvenais de Marie, belle et pleine de vie, sa robe d'été flottant au vent, préparant les tables avec soin. Elle mettait toujours des bouquets de lavande fraîche comme décoration, et l'odeur embaumait toute la terrasse. Les souvenirs les plus précieux se font en famille, Henri, me disait-elle souvent. Ces moments simples, c'est ça qui compte vraiment. C'était simple, authentique, rempli d'amour. Mais les temps avaient changé. Thomas avait grandi, était parti faire ses études à Paris, à Sciences Po d'abord, puis en droit. Il s'était marié avec Sophie, une Parisienne d'une famille aisée. Ils avaient eu des enfants, Lucas et Chloé. Et petit à petit, ces réunions simples s'étaient transformées en événements pleins de formalités et de tensions. « C'est vrai, Michel, ai-je répondu, en lui tapotant l'épaule. Mais tu sais que je ne peux pas rester sans rien faire. D'ailleurs, tu seras là cet après-midi, j'aimerais que tu rencontres ma famille. » Il a semblé gêné, essuyant ses mains sur son pantalon de travail. « Ah, monsieur Henri, une fête de famille, c'est une affaire privée. Je ne veux pas déranger. » « Déranger ? Mais pas du tout, mon ami. Tu fais partie d'ici autant que moi. Tu as travaillé sur cette terre pendant 23 ans. Tu mérites d'être là. Viens vers 16 heures. C'est d'accord ? Michel a accepté, encore un peu hésitant, et je suis rentré à la maison pour me préparer. En marchant vers la maison, j'ai regardé autour de moi, comme je le faisais chaque matin. Les champs de lavande s'étendaient à ma gauche, d'un violet profond et magnifique. Les oliviers centenaires se dressaient à ma droite, leurs troncs tordus et noueux, témoins de tant d'années. Au loin, je pouvais voir les vignes en terrasse que mon père avait plantées. Chaque pierre de cette terre racontait une histoire. La petite grange que j'avais restaurée en 1975, la clôture que j'avais réparée après la grande tempête de 1999, le puits que j'avais creusé à la main en 1970, pendant un été de sécheresse terrible. Tout ici portait la marque de ma vie, de mon travail, de mon amour pour cette terre. Ma maison, autrefois remplie de vie, résonnait maintenant de vide. Marie était partie il y a 7 ans, emportée par un cancer foudroyant qui ne lui avait laissé aucune chance. 6 mois entre le diagnostic et la fin. 6 mois pendant lesquels j'avais vu la femme de ma vie s'éteindre progressivement, perdre ses forces, perdre son sourire. « Prends soin de la ferme, Henri », m'avait-elle murmuré quelques jours avant la fin, sa main frêle dans la mienne. « Et prends soin de toi. Promets-moi que tu ne resteras pas seul, que tu accepteras l'aide des autres. » J'avais promis, mais la solitude s'était installée malgré tout. Les murs de pierre gardaient l'écho de nos conversations passées, de ses rires, de ses chansons pendant qu'elle cuisinait. Parfois, je jurais encore entendre sa voix m'appeler de la cuisine. « Henri, le déjeuner est prêt !» Mais quand je me retournais, il n'y avait que le silence. Thomas venait rarement après la mort de sa mère. Au début, il venait tous les mois, puis tous les 3 mois, puis 2 fois par an, et maintenant à peine 1 fois par an pour cette fameuse réunion familiale. Il avait toujours des excuses. Le travail, les engagements, les embouteillages de Paris, les obligations professionnelles. « Tu comprends, papa ?» disait-il au téléphone. « Je suis avocat associé maintenant. J'ai des responsabilités énormes. Les clients paient très cher pour mes services. Je ne peux pas simplement disparaître. » J'essayais de comprendre. J'essayais vraiment. Mais dans mon cœur, je savais que si on veut vraiment voir quelqu'un, on trouve toujours le temps. Marie venait d'une famille de 8 enfants à Lyon, et pourtant, elle trouvait toujours le temps de rendre visite à ses parents, à ses frères et sœurs. Même quand nous étions débordés à la ferme, même pendant les récoltes, elle disait « La famille, c'est sacré, Henri. Le travail peut attendre.
Je me suis douché, rasé de près comme Marie aimait, et j'ai enfilé ma plus belle chemise, celle qu'elle m'avait offerte pour nos 50 ans de mariage. C'était une chemise bleue en lin, élégante, mais simple. « Tu es si beau dedans », m'avait-elle dit ce jour-là, ses yeux brillants de larmes de joie. « Mon bel Henri !» En me regardant dans le miroir, j'ai vu un vieil homme aux cheveux blancs, aux rides profondes creusées par des années de soleil provençal, aux mains calleuses et noueuses, aux ongles marqués par le travail de la terre. Mais mes yeux étaient encore vifs, encore pleins de cette détermination qui m'avait permis de transformer un terrain rocailleux en une ferme prospère. J'ai passé la matinée à préparer la maison. J'ai sorti les vieilles chaises en bois de la grange, celles que mon père avait fabriquées de ses mains dans les années 1950. Elles étaient lourdes, solides, indestructibles. Pas comme ces meubles modernes en plastique ou en contreplaqué qui cassent après 2 ans. J'ai installé les tables sous le platane, disposé les assiettes en faïence de moustier que Marie collectionnait depuis notre voyage de noces. Chaque assiette avait une histoire. Celle avec les fleurs bleues, nous l'avions achetée lors de notre 10e anniversaire. Celle avec le motif de lavande, Marie l'avait trouvée dans une brocante à Avignon. Celle avec les olives, c'était un cadeau de ma sœur Marguerite pour notre 25e anniversaire de mariage. J'ai disposé les couverts, les verres, les serviettes en tissu que Marie avait brodées elle-même. Tout devait être parfait comme elle l'aurait voulu. J'ai cueilli des bouquets de lavande fraîche et les ai placés au centre de chaque table. J'ai sorti les bonnes bouteilles de vin, celles que je gardais pour les occasions spéciales. Vers midi, j'ai préparé le barbecue, nettoyant la grille, arrangeant le charbon de bois. J'ai sorti la viande que j'avais commandée chez le boucher du village, des côtelettes d'agneau de la région, des merguez artisanales, des saucisses de Toulouse. J'avais aussi préparé des légumes du potager pour faire des brochettes, tomates, courgettes, poivrons, aubergines. En travaillant, je pensais à toutes ces réunions passées, à tous ces moments de joie partagés sous ce platane. Je pensais à l'époque où Thomas était petit, où il m'aidait à installer les tables, où il était excité pendant des jours avant la fête. « Papa, est-ce que tante Marguerite va venir? Est-ce que cousin Pierre va apporter sa guitare? Est-ce que maman va faire son gâteau au chocolat? Où était passé cet enfant? Quand s'était-il transformé en cet homme distant que je reconnaissais à peine? » Les gens ont commencé à arriver vers 15 heures. Ma belle-fille, Sophie, est venue en avance avec les enfants dans leur Audi Q7 noir. Elle a toujours été polie avec moi, mais il y avait une froideur là, une distance que je n'avais jamais réussi à franchir. Elle venait d'un autre milieu, d'une famille parisienne aisée, où les bonnes manières comptaient plus que la chaleur humaine. Son père possédait une chaîne de magasins de luxe, sa mère organisait des galas de charité, son frère travaillait dans la finance internationale. Pour elle, cette ferme en Provence n'était qu'une curiosité pittoresque, un endroit charmant pour passer quelques heures avant de retourner à la vraie vie, la vie parisienne sophistiquée. Mes petits-enfants, Lucas et Chloé, m'ont embrassé rapidement sur les joues, un geste automatique, sans émotion réelle, puis sont partis s'asseoir à l'écart avec leur téléphone portable dernier cri. Lucas avait 14 ans maintenant, Chloé 12 ans. Ils me connaissaient à peine, vraiment. J'étais juste le grand-père vieux qui habitait loin, dans cette campagne qu'ils trouvaient ennuyeuse, sans wifi rapide, sans cinéma, sans centres commerciaux. « Bonjour, Henri », m'a dit Sophie avec un sourire poli mais sans chaleur, descendant de la voiture dans une robe d'été qui coûtait probablement plus que ce que je dépensais en vêtements en 5 ans. « Vous avez bonne mine. »« Merci, Sophie. Et toi, comment vas-tu? Le voyage n'était pas trop long. »« Très bien, merci. Le voyage n'était pas trop long, heureusement. 3 heures depuis Paris, ce n'est pas si terrible avec le GPS et l'autoroute. Bien sûr, Thomas devait rester pour un rendez-vous client important ce matin. Il arrivera plus tard. Toujours le travail, toujours les clients importants, toujours quelque chose de plus important que la famille. Les enfants ont grandi, ai-je dit, essayant de maintenir la conversation. Lucas doit être presque aussi grand que son père maintenant.
Oui, il pousse comme une mauvaise herbe, a répondu Sophie avec un petit rire sans joie. Il mange tout ce qu'il trouve. Nos courses alimentaires coûtent une fortune. J'ai regardé Lucas affalé sur une chaise, les yeux rivés sur son téléphone, les écouteurs dans les oreilles. Quand j'avais son âge, je travaillais déjà au champ avec mon père. J'apprenais à conduire le tracteur, à tailler les vignes, à respecter la terre. J'avais des responsabilités, des corvées, mais aussi une compréhension profonde du monde, de d'où venait la nourriture, du travail nécessaire pour faire pousser les choses. Il pourrait peut-être m'aider un peu avec le barbecue tout à l'heure, ai-je suggéré doucement. Ça lui ferait du bien de bouger un peu. Sophie a eu l'air gênée. Oh, vous savez, Henri, Lucas n'est pas très manuel. Il est plutôt intellectuel. Il excelle en mathématiques et en sciences. Son professeur dit qu'il pourrait entrer à Polytechnique. Intellectuel, pas manuel. Comme si l'un excluait l'autre. Comme si travailler de ses mains était indigne d'une personne intelligente. D'autres membres de la famille sont arrivés progressivement. Ma sœur Marguerite avec son mari Robert, des gens simples et authentiques qui avaient tenu une boulangerie à Aix-en-Provence pendant 40 ans avant de prendre leur retraite. Quelques cousins éloignés, des gens que je voyais une fois par an lors de cette réunion. Ils apportaient des plats préparés dans des contenants jetables, des bouteilles de vin achetées au supermarché, des desserts de la pâtisserie industrielle. Plus personne ne cuisinait vraiment, plus personne ne mettait son cœur dans la préparation comme Marie le faisait. Elle passait des jours à préparer ses réunions, pétrissant la pâte pour les tartes, mijotant la ratatouille pendant des heures, préparant ses terrines maison. Les gens ne prennent plus le temps, m'avait dit Marguerite l'année dernière. Tout doit être rapide, pratique, facile, plus personne ne sait vraiment cuisiner. Thomas est arrivé en dernier, vers 16h30, conduisant cette Mercedes noire qui coûtait plus que ce que j'avais gagné en 10 ans de travail acharné. Le bruit du moteur puissant a résonné dans la cour, faisant sursauter les poules. Il est descendu avec un large sourire, portant un pantalon en lin beige et une chemise blanche impeccable, des lunettes de soleil de marque sur le nez, une montre Rolex au poignet. « Salut tout le monde !» a-t-il lancé d'une voix forte, saluant tout le monde, faisant des plaisanteries, tapant dans le dos des cousins. Mais quand il m'a regardé, le sourire a diminué un peu, comme s'il devait faire un effort pour le maintenir. « Salut papa, ça va ?»« Oui mon fils, je suis content que tu sois venu. »« Bien sûr que je suis venu, c'est la tradition, n'est-ce pas ?» Il m'a embrassé rapidement sur les joues, un geste mécanique, sans chaleur. Je pouvais sentir son eau de Cologne coûteuse, voir ses ongles parfaitement manucurés, ses cheveux coiffés avec soin. Mon fils était devenu un étranger élégant et distant. Tradition. Le mot sonnait creux dans sa bouche, comme s'il récitait un texte appris. Je voyais bien qu'il regardait déjà sa montre, calculant mentalement combien de temps il devrait rester avant de pouvoir s'échapper, retourner à sa vie parisienne sophistiquée. « Comment va le cabinet ?» ai-je demandé, essayant de montrer de l'intérêt pour sa vie. « Oh, très bien, nous venons de remporter un gros contrat avec un groupe multinational. Ça va nous occuper pendant au moins 2 ans. Les honoraires sont considérables. Toujours l'argent. Toujours les contrats, les clients, les honoraires considérables. Et les enfants? L'école se passe bien? Excellemment. Lucas est premier de sa classe en maths. Chloé a commencé le violon, son professeur dit qu'elle a un réel talent. Bien sûr, les cours privés coûtent une fortune, mais c'est un investissement dans leur avenir. Investissement. Même ses enfants étaient devenus des investissements, mais le grand événement de l'après-midi était autre chose. Le beau-père de Thomas, le père de Sophie, venait pour la première fois. Monsieur Philippe Marchand était un homme prospère, propriétaire de plusieurs entreprises, toujours élégamment vêtu, toujours parlant affaires et investissements. Il possédait une chaîne de magasins de luxe à Paris, voyageait régulièrement à l'étranger pour des conférences internationales, fréquentait les cercles les plus influents de la capitale. Quand il est arrivé vers 17h dans sa Bentley Continental grise métallisée, Thomas a pratiquement couru pour l'accueillir, comme si une autorité, un président, un roi, visitait notre humble ferme. Son attitude m'a frappé en plein cœur.
cette déférence exagérée, cette servilité que je ne lui connaissais pas, que je ne lui avais jamais vue même face aux personnes les plus importantes. « Beau-père, quel honneur de vous avoir ici !» s'est exclamé Thomas, avec un enthousiasme débordant que je ne lui voyais plus depuis des années, depuis qu'il était enfant peut-être. « Laissez-moi vous montrer la propriété. Venez, vous allez adorer. » Je suis resté là, debout près du barbecue, regardant mon fils guider son beau-père à travers la cour, comme s'il était le propriétaire des lieux, le maître de ces terres, pointant les arbres que j'avais plantés de mes mains, les clôtures que j'avais construites pierre par pierre, les rénovations que j'avais faites en économisant sou par sou pendant des années. « Ce platane a plus de 200 ans, expliquait Thomas avec fierté, comme s'il connaissait l'histoire de cet arbre. Et les champs de lavande là-bas produisent une huile exceptionnelle reconnue dans toute la région. Mais il ne savait pas que ce platane avait failli mourir il y a 5 ans, attaqué par un champignon. Il ne savait pas que j'avais passé des nuits blanches à le soigner, à traiter ses racines malades avec des produits naturels, à prier presque pour qu'il survive parce que cet arbre était planté là, depuis avant la naissance de mon grand-père. Il ne savait pas que les champs de lavande nécessitaient des heures de travail quotidien pendant la saison, que chaque plant devait être taillé à la main chaque printemps, que la récolte se faisait encore de manière traditionnelle, parce que je refusais les grandes machines industrielles qui abîmaient les plants. Les vignes en terrasse là-bas produisent un excellent vin rosé, continuait Thomas, montrant les parcelles que mon père avait plantées dans les années 1950. C'est vraiment un endroit magnifique, n'est-ce pas? Philippe Marchand hochait la tête poliment, commentant occasionnellement « très charmant ». Quelle vue, comme c'est authentique. Mais je pouvais voir dans ses yeux qu'il considérait tout cela comme pittoresque mais dépassé. Charmant mais sans valeur réelle, un vestige d'un monde ancien qui n'existait plus vraiment. Pour lui, la vraie valeur se mesurait en euros, en parts de marché, en rendement financier, en opportunités d'investissement. Il regardait probablement ces terres en calculant combien elles pourraient valoir si on les vendait à un promoteur immobilier, combien de villas de luxe on pourrait construire à la place des champs de lavande. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, c'est que cette histoire vous touche. Alors n'oubliez pas de vous abonner à Les Conseils de Papy, de cliquer sur j'aime et d'écrire dans les commentaires d'où vous regardez cette vidéo. Ça me fait toujours plaisir de savoir où sont mes auditeurs. L'après-midi, c'est poursuivi. Nous avons mangé les grillades, les salades, le pain frais que Marguerite avait apporté de la boulangerie. Nous avons conversé, ou plutôt, eux ont conversé, et moi j'écoutais surtout, comme un spectateur à ma propre fête de famille. Les discussions tournaient autour de sujets que je ne comprenais pas vraiment. Placements financiers dans des fonds d'investissement obscurs, voyages à Dubaï et aux Maldives dans des hôtels à 1000 € la nuit, écoles privées internationales hors de prix pour les enfants. Il y avait des références à des restaurants étoilés au Michelin où un simple repas coûtait plus que ce qu'une famille normale dépensait en nourriture pendant un mois, à des ventes aux enchères d'art contemporain où on achetait des toiles pour des centaines de milliers d'euros, à des séjours au ski dans des stations suisses exclusives comme Courchevel ou Verbier. « Nous pensons emmener les enfants à Bali cet été », disait Sophie. « Il y a un resort magnifique là-bas, très écologique, bien sûr, avec des villas privées sur la plage. C'est important que les enfants découvrent d'autres cultures. »« Excellent choix », approuvait Philippe Marchand. « Nous y sommes allés l'année dernière. Le service est impeccable. Assurez-vous de réserver le spa, les massages balinais sont divins. » J'essayais de participer, de partager mes propres histoires sur la ferme, sur les saisons, sur les traditions locales, sur la beauté simple de voir pousser ce qu'on a planté. Mais c'était comme si je parlais une autre langue, comme si je venais d'une autre planète. « Papa !» m'interrompait Thomas, avec ce ton condescendant qui me faisait mal, ce ton qu'on utilise pour parler à un enfant ou à une personne sénile. C'est très intéressant tout ça, vraiment. Mais tu sais, les temps changent. L'agriculture aujourd'hui, c'est une autre affaire. C'est devenu très technologique, très scientifique. Ce n'est plus comme à ton époque. Il ne comprenait pas. Il ne comprenait pas que je ne parlais pas seulement d'agriculture, de technique
ou de rendement. Je parlais de vie, de connexion avec la terre, de cette satisfaction profonde qui vient du fait de créer quelque chose de ses propres mains, de voir pousser ce qu'on a planté avec amour, de nourrir les autres avec le fruit de son travail. Je parlais de se réveiller le matin et de savoir exactement quel était son rôle dans le monde, quelle était sa place. Je parlais de cette fierté humble mais réelle, de savoir qu'on contribuait à quelque chose de plus grand que soi, qu'on nourrissait les gens, qu'on préservait un savoir-faire ancestral, qu'on maintenait vivante une tradition. Marguerite, ma sœur, a essayé de détourner la conversation vers des souvenirs d'enfance, vers l'époque où nous étions jeunes, où la vie était plus simple, mais peut-être plus vraie. « Tu te souviens, Henri, a-t-elle dit avec nostalgie, quand papa nous emmenait vendanger. On se levait à l'aube, il y avait toute la famille, les voisins, tout le village. On chantait en coupant les grappes. Et le soir, papa sortait son accordéon et on dansait tous ensemble. Oui, ai-je répondu, souriant malgré moi à ces souvenirs. C'était une autre époque. Les gens prenaient le temps de vivre, de profiter des choses simples. Mais même ces souvenirs semblaient ennuyer Thomas et Sophie, qui échangeaient des regards complices, des petits sourires entendus. Je pouvais presque lire dans leurs pensées que c'est provincial, que c'est démodé, que c'est charmant dans son genre, mais tellement arriéré. Lucas et Chloé n'écoutaient même pas, complètement absorbés par leurs écrans. Leur monde virtuel, infiniment plus intéressant que les histoires d'un vieil homme sur un passé qu'il ne connaîtrait jamais, qu'il ne comprendrait jamais. Les heures ont passé. Le soleil a commencé à décliner, teintant le ciel de ces couleurs oranges et pourpres magnifiques qui font la beauté des couchers de soleil en Provence. La lumière dorée de fin d'après-midi baignait les champs de lavande, créant un spectacle d'une beauté à couper le souffle. Mais personne ne regardait vraiment, personne ne prenait le temps d'apprécier. Quand le soleil a commencé à descendre vraiment vers l'horizon, vers 19 heures, est venu le moment de l'échange de cadeaux. Une autre de nos traditions, une tradition que j'avais instaurée il y a 30 ans, mais qui avait aussi changé de nature avec le temps, comme tout le reste. Avant, quand Thomas était petit, c'était des choses simples, faites main avec amour et patience. Marie tricotait des écharpes douces et chaudes, je sculptais de petits objets en bois d'olivier, des cuillères, des saladiers, des figurines. Les enfants dessinaient des cartes colorées, écrivaient des poèmes maladroits mais touchants. C'était l'intention qui comptait, le temps passé, l'amour mis dans chaque geste. Maintenant, c'était des boîtes emballées dans du papier coûteux, avec des rubans parfaits, des cadeaux achetés dans des boutiques de luxe sans âme ni pensée réelle. Des parfums chers, des gadgets électroniques, des accessoires de mode, des choses qu'on offrait parce qu'il fallait offrir quelque chose, pas parce qu'on avait pensé à la personne, à ce qui lui ferait vraiment plaisir. Thomas s'est levé, tenant une grande boîte élégamment emballée dans un papier doré avec un ruban de soie bordeaux. Il souriait, mais il y avait quelque chose de différent dans ce sourire, quelque chose de cruel, de calculé que je n'arrivais pas à identifier clairement. C'était un sourire de satisfaction anticipée, comme celui d'un enfant méchant qui s'apprête à jouer un mauvais tour, à humilier quelqu'un. « Bon, tout le monde !» a-t-il annoncé d'une voix forte théâtrale, s'assurant que tout le monde l'écoutait. « C'est l'heure des cadeaux, et je veux commencer parce que ce cadeau ici est vraiment spécial. J'ai beaucoup réfléchi à qui méritait de le recevoir. » Il a marché autour de la terrasse, en tenant la boîte comme un trophée, créant un suspense théâtral, jouissant de l'attention de tous. Pendant un bref instant, mon cœur a battu un peu plus vite, comme celui d'un enfant plein d'espoir qui croit encore au Père Noël. Peut-être que ce cadeau était pour moi. Peut-être que Thomas avait finalement trouvé un moyen de me montrer qu'il tenait encore à moi, qu'il reconnaissait tout ce que j'avais fait pour lui, tous les sacrifices, tout l'amour que je lui avais donné. Peut-être qu'il voulait me dire merci, me dire qu'il était fier d'être mon fils. Il s'est arrêté devant moi, nos regards se sont croisés. J'ai vu quelque chose briller dans ses yeux, quelque chose que je n'ai compris que trop tard. C'était de la malice, de la cruauté à peine dissimulée. Et puis, il a dit, assez fort pour que tout le monde entende clairement, « Ce cadeau est pour un vrai homme, quelqu'un qui a de la vraie valeur pour moi. »
quelqu'un qui compte vraiment. J'ai commencé à esquisser un sourire. Mon cœur battait dans ma poitrine. Mes mains tremblaient légèrement. Et puis, comme au ralenti, il s'est tourné sur le côté et a tendu la boîte à Philippe Marchand, qui était assis 2 chaises plus loin. Pour vous, beau-père, un homme que j'admire vraiment, profondément. Le silence qui est tombé sur cette terrasse était assourdissant, pesant, suffocant. On aurait pu entendre une mouche voler, on aurait pu entendre une feuille tomber. Le temps semblait s'être arrêté. Tout le monde me regardait, figé dans l'inconfort. Certains avec pitié, cette pitié gênante qu'on a pour quelqu'un qui vient d'être humilié publiquement. D'autres avec embarras, ne sachant où regarder, souhaitant être n'importe où sauf là. Marguerite a porté sa main à sa bouche, choquée, les larmes aux yeux. Sophie regardait ailleurs, incapable de soutenir mon regard, ses joues rouges de honte. Les enfants ne comprenaient pas vraiment ce qui se passait, mais sentaient la tension terrible, l'électricité dans l'air. Mais le pire absolu restait à venir. Thomas s'est tourné vers moi avec ce sourire tordu, ce rictus de satisfaction cruelle, et a dit, à voix basse mais pas assez pour que les autres n'entendent pas, juste assez fort pour que chaque mot soit parfaitement audible, « Tu as cru que c'était pour toi, hein, imbécile ?» Imbécile. Le mot a résonné dans ma tête comme une cloche, comme une gifle qui ne s'arrête jamais. Mon fils, mon unique enfant, le garçon que j'avais porté sur mes épaules, que j'avais bercé quand il pleurait, que j'avais consolé lors de ses chagrins d'enfant, venait de me traiter d'imbécile, devant toute la famille, devant mes petits-enfants qui me regardaient avec des yeux ronds, dans la maison que j'avais construite brique par brique, sur la terre que j'avais travaillée pendant 60 ans jusqu'à l'épuisement. Le mot est resté suspendu dans l'air comme une gifle, comme un crachat au visage, comme un couteau planté en plein cœur. Je n'ai pas réagi. Je n'ai pas crié, je n'ai pas pleuré, je n'ai pas fait de scandale. Une partie de moi voulait se lever, crier, le gifler peut-être, lui demander comment il osait. Mais je suis resté assis, immobile. J'ai juste souri. Un sourire fatigué, triste, résigné, de quelqu'un qui vient de comprendre beaucoup de choses d'un seul coup. C'était comme si un voile se déchirait enfin, révélant une vérité que j'avais refusé de voir pendant des années, peut-être même des décennies. Mon fils ne m'aimait pas. Peut-être qu'il ne m'avait jamais vraiment aimé. Ou peut-être qu'il m'avait aimé autrefois, mais que cet amour était mort, étouffé par l'ambition, par l'argent, par cette vie parisienne qui l'avait transformé en quelqu'un d'autre. Sophie a essayé de dissiper le malaise, de sauver les apparences. « Ah, Thomas, ne parle pas comme ça à ton père », a-t-elle dit. Mais il n'y avait aucune force dans sa voix, aucune conviction. C'était une protestation de forme, rien de plus, les mots qu'on prononce parce qu'il faut dire quelque chose. Elle ne le contredisait pas vraiment, ne me défendait pas vraiment, ne se levait pas pour partir avec indignation. Philippe Marchand a accepté le cadeau avec une gêne visible, visiblement mal à l'aise, murmurant un merci à peine audible. Il a ouvert la boîte rapidement, découvrant une montre de luxe qui devait coûter au moins 10 000 €. « C'est trop, Thomas », a-t-il murmuré. « Mais non, beau-père », a répondu Thomas avec chaleur. « Vous le méritez. Vous êtes un modèle pour moi, un vrai self-made man. » Les autres faisaient semblant de regarder leur téléphone, de regarder le ciel, les champs de lavande, n'importe quoi pour ne pas affronter cette situation horrible, pour ne pas avoir à reconnaître ce qui venait de se passer. Certains cousins ont commencé à parler entre eux à voix basse, créant un bourdonnement de conversation artificielle. Marguerite pleurait silencieusement dans son coin, son mari Robert lui tenant la main, lui murmurant des mots de réconfort. Michel, qui avait assisté à toute la scène depuis l'angle de la terrasse où il s'était discrètement installé après mon insistance, était pâle comme un mort, ses mains agrippant le bord de sa chaise. Thomas s'est rassis, satisfait de lui-même, comme s'il venait de faire une excellente plaisanterie, comme s'il venait de marquer un point important dans un jeu que lui seul comprenait. Il a même ri, un rire bref et dur qui m'a transpercé le cœur comme une lame rouillée.
L'échange de cadeaux a continué dans une atmosphère tendue, glaciale. Les gens passaient leurs boîtes mécaniquement, prononcèrent de belles paroles creuses, mais tout sonnait faux maintenant. Tout était contaminé par ce qui venait de se passer. J'entendais à peine, ma tête était ailleurs, très loin. Je repassais des années et des années de vie, comme un film en accéléré. Thomas bébé dans mes bras, Thomas faisant ses premiers pas, Thomas perdant sa première dent, Thomas partant pour sa première journée d'école, Thomas recevant son diplôme du lycée, Thomas m'annonçant qu'il partait étudier à Paris, Thomas me présentant Sophie, Thomas se mariant. À quel moment exactement avais-je perdu mon fils? À quel moment l'enfant aimant et attentionné qu'il avait été s'était-il transformé en cet homme froid et cruel, capable de m'humilier ainsi? Je me souvenais de Thomas à 5 ans, courant vers moi quand je rentrais des champs en fin d'après-midi, ses petits bras s'accrochant à mes jambes, sales de terre, son petit visage levé vers moi, avec une adoration pure. « Papa, papa, tu m'as manqué. Qu'est-ce que tu as fait aujourd'hui? Tu m'apprends ?» Je me souvenais de lui à 10 ans, m'aidant à réparer la vieille clôture du Prénord, si fier quand je lui disais qu'il faisait du bon travail, qu'il était fort, qu'il apprenait vite. Un jour, papa, j'aurai une ferme comme la tienne, et ce sera la plus belle de toute la Provence. Je me souvenais de lui à 15 ans, assis avec moi sous ce même platane un soir d'été, me confiant ses rêves, ses espoirs, ses peurs d'adolescent. « Tu crois que je suis assez intelligent pour réussir, papa? Tu crois que je peux devenir quelqu'un d'important ?»« Tu es déjà quelqu'un d'important, mon fils, lui avais-je répondu. Tu es mon fils. Et je suis fier de toi, quoi que tu fasses dans la vie. » Où était passé cet enfant? Quand s'était-il éteint pour être remplacé par cet étranger en costume sur mesure qui me regardait avec mépris? Puis est venu mon tour. Je me suis levé lentement, très lentement, mes articulations craquant bruyamment dans le silence. Mes genoux protestaient, mon dos me faisait mal. Je n'avais pas de boîte joliment emballée, pas de ruban de soie. J'avais seulement une enveloppe jaune un peu usée dans mes mains qui tremblait légèrement, et une décision à laquelle je pensais depuis des mois, peut-être même des années, sans oser vraiment me l'avouer. « Bon », ai-je commencé, et ma voix est sortie plus ferme que je ne l'espérais, plus claire, plus forte. Moi aussi, j'ai apporté un cadeau, un grand cadeau, peut-être le plus grand que je puisse offrir, le plus important de toute ma vie. Thomas m'a regardé de côté avec cette expression d'ennui poli, de condescendance amusée. Il pensait probablement que j'allais offrir un vieil objet sans valeur monétaire, un souvenir sentimental qui n'intéresserait personne, peut-être la vieille montre de mon père ou un bout de terre symbolique. Cette ferme, ai-je continué en ouvrant l'enveloppe lentement et en montrant les documents officiels, les papiers du notaire. J'ai travaillé toute ma vie pour la construire, pour la faire prospérer. Chaque arbre que vous voyez, je l'ai planté de mes mains. Chaque clôture, je l'ai construite pierre par pierre. Chaque centimètre de terre porte ma sueur, mon sang, mes larmes, mes joies aussi. 60 ans de ma vie sont dans cette terre. Le silence est revenu, mais c'était différent maintenant. Ce n'était plus le silence gêné de tout à l'heure, c'était de l'attente, de l'anticipation pure. Tous les regards étaient fixés sur moi. Les conversations s'étaient arrêtées net. Thomas s'est agité sur sa chaise, se redressant, essayant de dissimuler son intérêt soudain, mais n'y parvenant pas vraiment. Je pouvais presque voir les calculs se faire dans sa tête d'avocat, les rouages tourner. Cette ferme valait une fortune, peut-être 1 million d'euros ou plus, avec tous ces hectares de terre en Provence, les bâtiments, la maison en pierre, le potentiel de développement immobilier. Sophie l'a regardé du coin de l'œil, un petit sourire commençant à se former sur ses lèvres. Même Philippe Marchand semblait prêter attention maintenant, son regard d'homme d'affaires évaluant déjà les possibilités. Mais je vieillis, ai-je continué, ma voix restant ferme. Je vieillis et je ne peux plus m'occuper de tout seul. Mes forces diminuent. Mon corps me lâche petit à petit. Alors j'ai décidé, après mûre réflexion, après avoir consulté un notaire et des avocats, que j'allais donner cette ferme, faire une donation de mon vivant.
La tension était totale maintenant. On aurait pu entendre une aiguille tomber sur le sol de pierre. Cette ferme que je vais donner en cadeau. J'ai fait une pause. Pas pour le drame, mais parce que j'avais besoin d'être absolument sûr, de regarder une dernière fois le visage de mon fils, de lui donner une dernière chance peut-être. J'ai regardé Thomas, qui me fixait maintenant avec des yeux écarquillés, son masque de nonchalance tombé complètement. Il se penchait en avant, calculant probablement déjà la valeur de ses terres, imaginant comment il allait tout vendre à un promoteur, transformer ça en argent sonnant et trébuchant, en capital pour ses investissements parisiens. Peut-être acheter un appartement plus grand dans le 16e arrondissement. Puis je me suis tourné lentement et j'ai regardé Michel Rousseau, qui se tenait discrètement dans un coin de la terrasse, à moitié caché derrière un pilier, ne se sentant pas vraiment partie prenante de tout ça, gêné d'être là, témoin de ce drame familial. Cette ferme va à Michel Rousseau. Pendant 1, 2, 3 secondes, personne n'a réagi. C'était comme si le cerveau de tout le monde avait besoin de traiter ce que je venais de dire, comme si les mots ne faisaient pas de sens, ne pouvaient pas faire de sens. Les mots flottaient dans l'air, incompréhensibles. C'était impossible, ça ne se faisait pas. Un fermier ne donne pas sa terre, son héritage familial, à son employé. « Quoi ?» Thomas a été le premier à exploser, se levant brusquement de sa chaise qui a basculé en arrière et est tombé avec fracas sur les pierres. « Tu plaisantes, n'est-ce pas, papa? C'est une blague ?» « Non, mon fils, la ferme sera à Michel. Tout est là dans les papiers, déjà signé par moi et par Michel, déjà enregistré chez Maître Dubois, le notaire d'Aix-en-Provence. C'est légal, officiel, irrévocable. Il a été plus un fils pour moi ces 20 dernières années que tu ne l'as jamais été. » Le visage de Thomas est devenu rouge comme une tomate, puis blanc comme un linge, puis rouge à nouveau. Une veine pulsait sur sa tempe, visible même de loin. Ses mains tremblaient de rage, ses poings se serrant et se desserrant. « Tu ne peux pas faire ça. Cette ferme me revient de droit. Je suis ton fils, ton seul enfant, ton héritier légitime. »« Fils !» J'ai répété, et malgré moi ma voix a tremblé un peu, chargée de toutes les émotions que j'avais retenues pendant des années. Un fils, ça vient voir son père. Un fils, ça aide quand son père vieillit. Un fils, ça montre du respect, de l'amour. Un fils ne traite pas son père d'imbécile devant toute la famille, devant ses propres enfants. Je plaisantais, bon sang. Tu ne supportes plus aucune plaisanterie. Tu es devenu trop sensible. C'était de l'humour. Une plaisanterie, Thomas, ai-je dit calmement. C'est quand les deux rient, quand tout le monde s'amuse. Je n'ai pas ri. Personne ici n'a ri. Regarde autour de toi. Tu vois quelqu'un qui rit, qui trouve ça drôle. C'était vrai. Tout le monde avait l'air mal à l'aise, choqué même, horrifié par ce qui se passait. Marguerite pleurait ouvertement maintenant, de grosses larmes coulant sur ses joues ridées. Robert avait l'air furieux, comme s'il voulait dire quelque chose à Thomas, mais se retenait. Les cousins étaient figés, bouche bée. Même les enfants avaient rangé leur téléphone et regardèrent la scène, effrayés. Michel était livide, complètement dépassé, ne sachant que faire de ses mains, ne sachant où regarder. « Monsieur Henri, s'il vous plaît, a-t-il dit d'une voix étranglée, je ne peux pas accepter ça, je ne peux pas, c'est trop, c'est votre famille, c'est... » « Tu peux, Michel, l'ai-je interrompu fermement. Tu le mérites amplement. Tu t'es occupé de cette terre comme si c'était la tienne, avec respect et amour. Tu t'es occupé de moi quand j'ai eu une pneumonie il y a 4 ans, quand personne d'autre n'était là, quand mon propre fils était trop occupé à Paris pour même téléphoner. » Thomas a commencé à m'interrompre, mais je l'ai arrêté d'un geste. « C'est toi, Michel, qui m'as conduit à l'hôpital à 3 heures du matin quand je suis tombé du toit en réparant les tuiles et que je me suis cassé 3 côtes. C'est toi qui es resté à mon chevet pendant 3 jours. C'est toi qui as ramené les courses quand je ne pouvais pas conduire. C'est toi qui as toujours demandé si j'allais bien, si j'avais besoin de quelque chose, si je mangeais correctement. Tu as été le fils dont j'avais besoin, le fils que je méritais. » Les mots sortaient maintenant. Des années de ressentiment, de déception, de tristesse accumulée.
Thomas était hors de lui, sa respiration rapide, saccadée, presque paniquée. « Tu es sénile, complètement sénile. Je vais aller en justice immédiatement, dès lundi matin. Je vais prouver que tu n'as plus toute ta tête, que tu n'es plus capable de prendre des décisions. Je vais faire annuler cette donation scandaleuse. »« Tu peux essayer, » ai-je dit avec un calme que je ne pensais pas posséder. J'ai passé un examen complet de santé mentale le mois dernier chez le docteur Renaud à Marseille. Un examen approfondi avec des tests cognitifs, des évaluations psychologiques. Tout est annexé au document. Je suis parfaitement sain d'esprit, je sais très bien ce que je fais. J'ai aussi consulté 3 avocats différents pour m'assurer que tout était parfaitement légal, inattaquable. Sophie a tiré Thomas par le bras avec force. « Allons-nous-en. Viens, maintenant, tout de suite. »« Non !» a hurlé Thomas, se dégageant violemment. « Je ne vais pas partir d'ici avant que... » Il cherchait ses mots, la rage le rendant presque incohérent. « Avant quoi, Thomas ?» Je l'ai interrompu, ma voix toujours calme. « Avant de me frapper ? Avant de m'insulter encore plus ? Avant de me traîner dans la boue devant tout le monde ? Pas besoin. Tu as déjà clairement montré ce que tu penses de moi, quelle valeur j'ai à tes yeux. Maintenant, j'ai aussi clairement montré ce que je pense de toi, quelle valeur tu as à mes yeux. » Il m'a regardé avec une haine pure, viscérale, absolue. Ce n'était plus mon fils qui se tenait là devant moi, tremblant de rage. C'était un étranger, un homme que je ne reconnaissais pas, que je n'avais peut-être jamais vraiment connu. Ou peut-être avait-il toujours été cet étranger, et je n'avais pas voulu le voir, m'accrochant désespérément à l'image de l'enfant qu'il avait été, refusant de reconnaître l'homme qu'il était devenu. « Tu vas le regretter », a-t-il sifflé entre ses dents serrées, sa voix basse et menaçante. « Je te jure sur tout ce qui m'est cher que tu vas le regretter amèrement, vieux fou. Tu vas mourir seul, abandonné, et personne ne pleurera pour toi. » Ces mots auraient dû me blesser. Ils auraient dû me briser le cœur. Mais étrangement, ils m'ont laissé froid, indifférent. « Je regrette déjà beaucoup de choses, Thomas. » ai-je répondu doucement. « Je regrette de ne pas avoir vu plus tôt qui tu étais vraiment. Je regrette d'avoir espéré pendant si longtemps que tu changerais, que tu redeviendrais l'enfant aimant que tu étais. Mais ça, cette décision, c'est la seule chose juste que j'ai faite depuis très longtemps. La seule dont je sois vraiment fier. » Thomas est parti en trombe, renversant sa chaise au passage, traînant Sophie et les enfants derrière lui comme des bagages. Lucas et Chloé me regardaient avec des yeux immenses, ronds de stupeur, ne comprenant pas vraiment ce qui se passait, mais sentant que quelque chose de grave, d'irréversible, de définitif venait de se produire, que leur monde familial venait de se fissurer irrémédiablement. Ils ne m'ont même pas dit au revoir. Pas un mot, pas un geste. Ils ont juste suivi leurs parents en courant. Le bruit de la Mercedes démarrant en trombe, les pneus crissant sur le gravier, partant à toute vitesse, a résonné dans toute la propriété comme un cri de rage, faisant s'envoler les oiseaux des arbres dans un battement d'ailes paniqué. Philippe Marchand est parti très rapidement après, visiblement très mal à l'aise, marmonnant des excuses embarrassées et incompréhensibles, évitant soigneusement mon regard. Il avait l'air profondément perturbé, comme quelqu'un qui se retrouve malgré lui au milieu d'un drame familial explosif qu'il ne peut pas gérer, qu'il ne veut pas gérer. Les autres parents sont partis progressivement au cours de l'heure suivante, tous trop gênés pour rester plus longtemps. Certains m'ont serré la main en partant, d'autres ont juste fait un signe de tête. Personne ne savait vraiment quoi dire. Marguerite est restée un peu plus longtemps. Elle m'a embrassé longuement avant de partir, de grosses larmes coulant encore sur ses joues ridées, mouillant ma chemise. « Tu as bien fait, Henri », m'a-t-elle murmuré à l'oreille, sa voix tremblante d'émotion. « Tu as très bien fait. Marie aurait été fière de toi, elle aurait applaudi. Elle me l'avait dit, tu sais, quelques semaines avant de mourir. Elle m'avait dit qu'elle s'inquiétait pour toi, que Thomas t'abandonnait, que tu méritais mieux. Ces mots m'ont touché plus qu'elle ne pouvait l'imaginer, plus que je ne pouvais l'exprimer. Quand tout le monde est finalement parti,
Alors que la nuit commençait vraiment à tomber, nous sommes restés seuls, Michel et moi, sur la terrasse silencieuse. Le soleil s'était complètement couché maintenant, laissant place à un ciel étoilé magnifique, peignant le ciel de couleurs violettes et indigo magnifiques que ni l'un ni l'autre ne regardaient vraiment. Les assiettes sales étaient encore sur les tables, les verres à moitié pleins, les restes de nourriture, mais nous ne bougions pas, assis là dans le silence, épuisés émotionnellement. « Monsieur Henri », a finalement dit Michel après un long moment, les larmes aux yeux, sa voix cassée par l'émotion. « Vous n'auriez vraiment pas dû faire ça, pas pour moi. Maintenant, vous avez perdu votre famille, votre fils, vos petits-enfants, tout. »« Non, Michel », ai-je répondu calmement en regardant les étoiles qui commençaient à apparaître. « J'ai perdu mon fils il y a longtemps, bien avant aujourd'hui. Peut-être quand il est parti à Paris, peut-être avant même. Aujourd'hui, j'ai juste rendu ça officiel. J'ai juste arrêté de faire semblant. Mais si vous le regrettez plus tard, dans quelques mois, quelques années, quand vous serez vraiment vieux, malade, si vous avez besoin de lui. » J'ai regardé l'horizon maintenant sombre. Cette terre que je connaissais par cœur même dans l'obscurité, chaque colline, chaque arbre, chaque pierre. Je ne regrette qu'une seule chose, Michel, une seule, de ne pas avoir vu plus tôt, beaucoup plus tôt, qui se souciait vraiment de moi, d'avoir perdu tant d'années à espérer quelque chose qui ne viendrait jamais. Si cette histoire vous touche, si elle résonne en vous, n'oubliez pas de vous abonner à Les Conseils de Papy et de cliquer sur « J'aime ». Laissez un commentaire pour me dire ce que vous en pensez et surtout, écrivez-moi d'où vous regardez cette vidéo. Ça me fait toujours énormément plaisir de savoir où sont mes auditeurs, de savoir que ces histoires voyagent partout dans le monde. Cela s'est passé il y a 3 ans maintenant, 3 longues années. Thomas a essayé d'aller en justice comme il l'avait promis avec tant de fureur. Il a engagé un avocat spécialisé, un des meilleurs de Paris, m'a-t-on dit. Mais il n'a rien obtenu, absolument rien. Les documents étaient parfaits, irréprochables, préparés par Maître Dubois qui était notaire depuis 40 ans et connaissait la loi sur le bout des doigts. Ma santé mentale était prouvée par des certificats médicaux détaillés de 2 médecins différents. Tout était parfaitement légal, conforme au Code civil. Le juge a rejeté la contestation en moins d'1 heure d'audience. Thomas a fait appel. L'appel a été rejeté aussi. Il a même envisagé d'aller en cassation, mais ses avocats lui ont dit que c'était sans espoir, qu'il n'y avait aucune base légale pour contester. Il m'a appelé quelquefois au début, dans les semaines qui ont suivi, mais jamais pour s'excuser, jamais pour dire « Papa, je suis désolé, j'ai été horrible, pardonne-moi ». Jamais ça. C'était toujours pour négocier, pour essayer de me convaincre de changer d'avis, pour me proposer des arrangements. « Papa, sois raisonnable », disait-il, sa voix oscillant entre la colère et la manipulation. « Michel ne saura pas quoi faire de cette ferme. Il n'a pas l'éducation nécessaire, les connexions, l'expérience de gestion. Il va la ruiner en quelques années. Laisse-moi la gérer pour toi. Je peux la mettre en location, l'optimiser fiscalement. Je te promets que tu seras bien pris en charge. Je te trouverai une belle maison de retraite, très confortable, très luxueuse. Maison de retraite. C'était donc ça qu'il voulait pour moi. M'enfermer dans une maison de retraite, me parquer avec d'autres vieux en attendant la mort, pendant qu'ils vendraient ma terre, mon héritage, mon âme. « Thomas », lui répondais-je à chaque fois, « ma décision est prise. Elle est définitive. Irrévocable. Je ne changerai pas d'avis, et Michel s'occupera très bien de cette ferme, tu verras. Bien mieux que tu ne l'aurais jamais fait. » Les appels ont fini par cesser après quelques mois. Le silence s'est installé. Un silence lourd, définitif, absolu, celui qui marque la fin de quelque chose qu'on ne peut plus réparer, qu'on ne pourra jamais réparer. Aujourd'hui, je vis dans une petite maison que Michel a construite pour moi ici même sur la ferme, à 200 mètres de la grande maison. C'est une jolie maison en pierre provençale, construite dans le style traditionnel, avec une chambre spacieuse, un salon confortable, une cuisine bien équipée, tout ce dont j'ai besoin. Elle donne sur les champs de lavande, et le matin, quand j'ouvre la fenêtre, l'odeur merveilleuse me rappelle toutes ces années de travail, tous ces souvenirs.
Marie qui cueillait des bouquets, Thomas, enfant qui courait entre les rangs. Michel s'occupe de la terre comme si c'était un trésor précieux, un héritage sacré, avec un respect et un amour que Thomas n'a jamais eu, n'aurait jamais pu avoir. Il a même agrandi les champs de lavande de 2 hectares, introduit de nouvelles variétés d'oliviers plus résistantes aux maladies, modernisé certaines installations tout en gardant absolument le caractère traditionnel du lieu. La ferme prospère à nouveau comme elle ne l'avait pas fait depuis des années, pas comme une grande exploitation industrielle sans âme, mais comme une ferme familiale authentique qui produit de la qualité, qui respecte la terre, qui perpétue les traditions. Il met toujours religieusement de côté une bonne partie des bénéfices pour moi, même si je lui dis que ce n'est vraiment pas nécessaire, que la terre est à lui maintenant. « C'est votre terre, monsieur Henri », insiste-t-il à chaque fois. « Sans vous, sans votre travail de toute une vie, rien de tout ça n'existerait. Je ne suis que le gardien de votre héritage. » Nous déjeunons ensemble tous les jours, à midi pile. Sa femme, Claudette, cuisine merveilleusement bien, avec ce talent naturel qui ne s'apprend pas. Elle fait une daube provençale qui rivalise avec celle de Marie, des tians de légumes succulents, des desserts traditionnels comme la tarte tropézienne. Et ils m'ont adopté comme un membre de leur famille, comme le grand-père que leurs enfants n'avaient jamais eu. Leurs 2 fils, Antoine qui a maintenant 18 ans et Pierre qui en a 15, m'appellent affectueusement Papy Henri. Ils viennent souvent le dimanche après-midi, s'asseoir avec moi sur le banc, sous le platane, m'écouter raconter des histoires sur la ferme, sur l'ancien temps, sur comment c'était avant les tracteurs modernes, avant Internet, avant les téléphones portables. Ils sont fascinés, posent 1000 questions, veulent apprendre les techniques anciennes, comprendre comment on vivait autrefois. Antoine veut reprendre la ferme plus tard, continuer le travail de son père. Pierre veut devenir vétérinaire pour soigner les animaux de la région. Ils ont des rêves, de l'ambition, mais aussi du respect, de l'humilité. C'est une relation que je n'ai jamais eue avec mes propres petits-enfants, une vraie relation de transmission, d'échange, d'amour. Michel me raconte sa vie, ses projets pour améliorer encore la ferme, ses rêves pour l'avenir. Il parle de faire certifier la production en agriculture biologique, de créer une boutique à la ferme, pour vendre directement les produits, de développer l'agrotourisme avec des chambres d'hôtes. Et je l'écoute, avec bonheur, avec fierté, heureux de voir ce lieu entre les mains de quelqu'un qui l'aime vraiment, qui comprend sa valeur profonde au-delà de l'argent, au-delà du prix au mètre carré. Thomas n'est jamais revenu. Pas une seule fois en 3 ans. Il n'a plus jamais appelé après que les appels de négociation ont cessé. C'est comme si j'étais mort pour lui, comme si je n'existais plus. Parfois, pas souvent, mais parfois, je vois des photos de lui sur Facebook qu'une cousine éloignée me montre quand elle vient me rendre visite. Il a l'air heureux sur ces photos, prospère, toujours en voyage, toujours souriant de ce sourire parfait pour Instagram. Des photos de restaurants gastronomiques, de plages paradisiaques, de voitures de luxe, de montres hors de prix, d'hôtels 5 étoiles. Lucas et Chloé ont grandi. Ils sont adolescents maintenant, presque adultes. Lucas doit avoir 17 ans, Chloé 15 ans. Ils ne savent probablement pas qui je suis vraiment. Je suis juste devenu une histoire qu'on raconte peut-être lors des réunions de famille. Le grand-père fou, sénile, ingrat qui a donné la ferme au fermier au lieu de la laisser à son propre fils. L'histoire du vieil homme stupide qui a trahi sa famille. Je ne vais pas mentir et dire que ça ne fait pas mal. Ça fait mal, profondément, viscéralement. Toutes les nuits avant de dormir, quand je suis seul dans le silence de ma petite maison, je pense au petit garçon qu'il était, à cet enfant aux cheveux bouclés qui courait dans les champs, qui m'appelait en riant pour aller pêcher des écrevisses dans la rivière, qui disait avec ses yeux brillants qu'il voulait être exactement comme moi quand il serait grand. « Papa, quand je serai grand, j'aurai une ferme exactement comme la tienne, » disait-il à 8 ans, assis sur mes genoux, « avec des lavandes et des oliviers et des animaux. Et tu viendras vivre avec moi, et on travaillera ensemble tous les jours, et je prendrai soin de toi quand tu seras vieux. Je te le promets, papa.
je te le promets. Des promesses d'enfant. Des rêves qui se sont évaporés comme la rosée du matin au soleil. Où est passé cet enfant? Qu'est-ce qui l'a transformé si radicalement? Est-ce moi qui ai échoué comme père? Ai-je été trop dur, trop exigeant dans mon éducation, ou au contraire pas assez strict? Aurais-je dû l'empêcher d'aller à Paris, insister pour qu'il reste, qu'il apprenne à aimer cette terre comme je l'aimais? Ces questions me hantent parfois, surtout dans les moments de solitude, quand le silence de la nuit amplifie tous les regrets, toutes les questions sans réponse, tous les « et si ». Et si j'avais fait différemment? Et si j'avais été un meilleur père? Et si j'avais su trouver les bons mots, la bonne approche pour lui faire comprendre ce qui comptait vraiment dans la vie? Mais alors, dans ces moments de doute, je me souviens de cet après-midi, de la façon dont il m'a regardé avec ce mépris froid, du mot qu'il a utilisé pour m'humilier, imbécile. Je me souviens de son absence totale de remords, de sa cruauté calculée, de son refus catégorique de s'excuser même après coup. Et je comprends que ce n'était probablement pas mon erreur, pas vraiment. Peut-être que certaines personnes changent simplement avec le temps, se perdent en chemin, s'éloignent de leurs racines, et il n'y a rien qu'on puisse vraiment faire pour les retenir. L'argent change les gens, le succès change les gens, le pouvoir change les gens. Paris avait changé Thomas. Ou peut-être que Paris avait simplement révélé qui il était vraiment au fond, ce qui était toujours là mais caché, et que je refusais de voir parce que c'était mon fils, mon unique enfant, mon héritier. Ce que je sais avec certitude maintenant, c'est que je ne regrette pas ma décision, pas une seconde. Michel méritait cette ferme plus que quiconque. Il méritait d'avoir un morceau de terre à lui, un endroit où construire son avenir après avoir passé sa vie entière à s'occuper honorablement et fidèlement de celle des autres. Il méritait la sécurité financière, la dignité d'être propriétaire, la reconnaissance de son travail et de sa loyauté sans faille pendant 23 ans. Et moi, je méritais de passer mes dernières années aux côtés de quelqu'un qui se souciait vraiment de moi. Quelqu'un qui me demandait comment j'allais, non pas par politesse vide, mais par véritable intérêt. Quelqu'un qui prenait le temps de s'asseoir avec moi, de boire un café, de parler de tout et de rien, de rire ensemble. Parfois, souvent même, la famille qu'on choisit est plus vraie, plus authentique que celle qu'on a par le sang. Et il n'y a absolument rien de mal à ça, rien de honteux. Le sang ne fait pas tout. L'amour, le respect, la présence, la loyauté, la compassion, voilà ce qui fait une vraie famille, une vraie relation. Le respect se gagne jour après jour par nos actions. L'amour se cultive par notre présence et notre attention. Et la dignité n'a pas de prix, ne peut pas s'acheter avec de l'argent. Ce sont des leçons que la vie m'a apprises, parfois doucement, parfois douloureusement. Mon nom est Henri Beaumont. J'ai 82 ans, et c'est l'histoire de comment j'ai perdu un fils, mais gagné quelque chose de bien plus précieux, d'infiniment plus important, la paix. La paix de savoir que j'ai fait ce qui était juste, ce qui était nécessaire, même quand c'était terriblement difficile. La paix d'être entouré par ceux qui comptent vraiment, qui m'apprécient pour qui je suis. La paix de ne plus avoir à faire semblant que tout va bien quand ça ne va pas. La paix de vivre selon mes propres valeurs, mes propres principes, sans me trahir pour plaire aux autres. Et si je pouvais revenir en arrière, si j'avais une machine à remonter le temps, je referais tout exactement pareil. Chaque décision, chaque mot, chaque action, sans hésitation, sans regret. Parce que maintenant, à 82 ans, assis sur le porche de ma petite maison en pierre, regardant le soleil se coucher magnifiquement sur les champs de lavande qui ondulent doucement dans la brise du soir, écoutant le rire joyeux des enfants de Michel qui jouent au football dans la cour, sentant l'odeur délicieuse du gratin dauphinois que Claudette prépare pour le dîner, je suis enfin en paix. Et la paix, croyez-moi, croyez-en ma longue expérience de vie, ça n'a pas de prix. C'est le cadeau le plus précieux qu'on puisse se faire à soi-même. C'est ce qui permet de fermer les yeux le soir, sans regret, sans amertume. C'est ce qui donne un sens à tout le reste. Merci du fond du cœur de m'avoir écouté jusqu'au bout.
Si cette histoire vous a touché, si elle a résonné en vous d'une manière ou d'une autre, n'oubliez pas de vous abonner à Les Conseils de Papy et de partager cette vidéo avec vos proches, avec les gens qui pourraient avoir besoin de l'entendre. Laissez un commentaire pour me dire ce que vous en pensez, comment cette histoire vous a fait réfléchir et surtout, écrivez-moi d'où vous nous regardez. Je lis tous les commentaires et ça me remplit le cœur de joie de voir que ces histoires touchent des gens partout dans le monde, dans tant de pays différents. À très bientôt pour une nouvelle histoire. Prenez soin de vous, prenez soin de ceux qui vous aiment vraiment. Et n'oubliez jamais, la vraie richesse n'est pas dans ce qu'on possède, mais dans ce qu'on partage. I don't know. I don't know why I wouldn't let me grapple. I feel like I've died more times today than any other day. Is that it? Where are you going? You don't like my company? Yeah? Fuck, 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 fuck. Fountain of crying blood. Guess that's what that is. People speaking That tongues. is gross. The hotel would have been full of foreigners. Maybe that's it. Oh my god! Fucking idiot. So close. Oh no. It spawns me all the way back at him. So. Release? I don't even know where it spawns me this time. Yeah, you can press the button. Okay. Trail. Well, he's either clairvoyant or I'm being set up. Guess the My deceitful God. 9 must be a room number then. So many lockpicks. Why? Right. Crazy. We don't open any of these? Shame, there's loot and like. Key card, probably. Don't know where the fuck you find it. How the hell are we gonna find room number 9? Oh. Oh, 9? 107 9. is the last room. That's a good question. Maybe 109. Or it's down. What is it, downstairs? Oh.
this card worked. Holy shit. There we go. A lot of key cards for a lot of different rooms. Should be able to unlock them all now. Sorry. And they were downstairs? No, all of them. Just anywhere. Looking at the room numbers. Oh. You got that one.